Strasbourg, le 30 juin 1971. Heure de pointe. Les passants marchent, inconscients de ce qui est sur le point de se produire. À quelques mètres à peine, se prépare l'un des coups les plus audacieux jamais vus en France. 4 hommes, habillés comme de simples ouvriers, franchissent calmement l'entrée de l'hôtel, 2 portes. Personne ne se doute de rien. Ce que nul ne sait, c'est que ce groupe prépare depuis plus d'1 an ce que la presse baptisera plus tard le braquage du siècle. Chaque seconde, chaque pas, chaque geste était calculé. Pas de cris, pas de violence, seulement une précision absolue. En moins de 5 minutes, ils avaient disparu, emportant avec eux plus d'1 milliard d'euros, une somme jamais vue. Et comme par une ironie macabre, ils s'échappèrent avec un calme déconcertant, respectant les feux rouges, sans courir, sans panique, traversant la ville comme n'importe quel autre conducteur. Lorsque les agents arrivèrent sur place, ils ne trouvèrent ni empreinte, ni témoin, ni caméra. Seulement, un papier de bonbon coincé dans la serrure. Rien de plus. Qui étaient ces hommes? D'où venaient-ils? Et comment avaient-ils pu disparaître comme des fantômes? Le braquage du siècle. Le vol parfait qui a humilié la police française. Pas une empreinte, pas une trace de pas. Rien. Comme s'ils avaient traversé les murs. Comme s'ils n'avaient jamais été là. Pour la police, c'était une énigme sans pièces. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que ce coup n'était pas le fruit du hasard ni d'amateurs. C'était l'œuvre chirurgicale d'un groupe entraîné, discret et redoutable. Un commando qui avait perfectionné sa méthode pendant 1 an et demi. Une équipe qui transformait chaque braquage en opération militaire. Ils choisissaient toujours des cibles éloignées de leur base, répétaient leurs itinéraires jusqu'au moindre détail, planifiaient des fuites sans faille. Tout cela sans éveiller le moindre soupçon, sans laisser le moindre fil à tirer. Efficace, rapide, invisible. Le nom de ce groupe allait inspirer la peur pendant des années. Oui, il s'agissait de la tristement célèbre Bande de Lyon. Pour comprendre comment s'est préparé le braquage le plus légendaire de France, il faut remonter plusieurs décennies en arrière, dans les quartiers les plus oubliés de Lyon, là où la pauvreté, l'exclusion et la colère ont forgé l'un des criminels les plus redoutés du pays. Edmond Vidal, alias Momon. La redoutable bande de Lyon est née plusieurs décennies plus tôt, de la rencontre de 5 hommes dont les destins étaient voués à se croiser. Jean Auger, surnommé Petit Jeannot. Johanny Chavel, mieux connu sous le nom de Le Gros. Pierre Pourrat, alias Le Docteur. Nicolas Kaklamanos, dit Nick le Grec. Et enfin, Edmond Vidal, que tous allaient bientôt appeler Momon le Ferrailleur. Tout commença dans la périphérie de Lyon, dans les années 50. Une époque rude, et plus encore pour un enfant comme Edmond Vidal. D'origine gitane et élevé dans la pauvreté, son enfance fut une lutte constante pour la dignité, le pain et le respect. Momon grandit entouré de l'affection de sa famille et de la chaleur de sa communauté. Mais hors de chez lui, tout n'était qu'hostilité. À l'école, il n'était pas le bienvenu. On l'humiliait pour ses origines. On le montrait du doigt. On l'insultait. Sale guitane, plein de poux, tu puais. Il n'avait pas encore 10 ans et ressentait déjà le poids du mépris. Il quitta l'école, se réfugia dans la rue, dans la ferraille, dans une colère silencieuse qui, des années plus tard, ferait de lui l'un des braqueurs les plus redoutés de France. Il avait moins de 10 ans lorsqu'il entendit ces mots pour la première fois, et pourtant, il ne comprenait pas encore pourquoi tant de haine. Il le comprit vite. Pour les autres, il n'était qu'une cible, une proie facile, un de plus à humilier. Momon ne retourna jamais à l'école. Ce monde n'était pas pour lui. La rue devint sa nouvelle école. À 11 ans, sa famille fut expulsée du lieu où elle vivait. Sans autre choix, ils s'installèrent à Gerland, un autre quartier oublié de Lyon, où la misère prenait 1000 visages. À 12 ans, il ramassait déjà de la ferraille pour aider sa famille. Et à 13 ans, son nom résonnait déjà dans les ruelles de la ville. En 1960, la municipalité les relogea dans un quartier marginal de Dessine, un endroit où cohabitaient Gitans, Arméniens, Grecs, Italiens, Arabes, et où, curieusement,
Momon allait enfin trouver quelque chose qui ressemblait à une famille. C'est là qu'il rencontra Pipo Zakarian, Jean-Pierre Mardi-Rossian et Georges Chahine Manoukian. 3 garçons d'origine arménienne, débrouillards comme lui. Très vite, ils formèrent une bande, une fraternité de quartier. Les bagarres faisaient partie de leur quotidien. Quartier contre quartier, corps à corps, violente, sauvage. Mais c'était leur manière d'exister dans un monde qui les ignorait. Le quartier de Dessins avait aussi ses refuges. Des cafés modestes, sombres, où les jeunes du quartier tuaient le temps. L'un d'eux appartenait à Michel Silmetzoglou, que tout le monde appelait le Grec. Un homme plus âgé qu'eux, au regard calme, toujours prêt à leur offrir un café à crédit quand ils n'avaient pas une pièce en poche. Et lorsqu'il pouvait, il le remboursait. C'est ainsi que les choses se passaient entre eux, avec respect. Avec les années, les bagarres s'estompèrent peu à peu. Momon, Pipo, Chahine et Mardi-Rossian commencèrent à chercher une vie plus stable. Certains travaillaient dans des usines, d'autres dans des métiers pénibles. Mais aucun ne parvenait à garder un emploi fixe. Toujours entre contrats temporaires et salaires misérables. À 10 à 7 ans, Momon rejoignit un ferrailleur. Enfin, il commença à gagner un peu d'argent. Assez pour s'offrir sa première voiture. Une victoire. L'illusion d'une vie normale. Mais tout bascula un matin. 6 heures. Momon et ses amis rentraient d'une nuit sans but. Devant une boutique récemment réapprovisionnée, encore fermée, ils aperçurent quelque chose à quoi ils ne purent résister. Une caisse de cerises posée à l'entrée. Cela paraissait anodin. Une simple bêtise de plus. Personne ne les voyait. Ou du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Depuis une fenêtre, quelqu'un nota le numéro de la plaque d'immatriculation, et ce détail allait tout changer. Le lendemain du vol, la police fit irruption dans la maison des Vidal. Momon se souvient encore avec rage de chaque seconde de ce matin-là. Après la fouille, « Tu viens avec nous », lui cria l'un des agents. Sans lui laisser le temps de comprendre, 2 policiers se jetèrent sur les armoires et commencèrent à tout vider. Le sol fut bientôt couvert des vêtements soigneusement pliés par sa mère. Ils jetèrent couvertures, coussins, draps, tout. Ils mirent la petite maison sens dessus-dessous, comme s'ils cherchaient un arsenal caché. Et quand il ne resta plus rien à détruire, ils lui passèrent les menottes. Sa mère tenta de s'interposer, les larmes aux yeux, serrant son fils dans ses bras. « Laissez-le, laissez-le, c'est qu'un enfant. Il a volé. Il doit payer, » répondit froidement l'un des policiers. « Je paie, moi, » supplia-t-elle, sortant quelques billets froissés de la poche de son tablier. Mais les agents, las ou simplement cruels, la repoussèrent violemment. Elle tomba au sol, parmi les vêtements éparpillés, comme une poupée brisée. La porte de la voiture de police claqua. Depuis la vitre arrière, Momon regardait sa mère pleurer au milieu du chaos. Il ne pouvait détacher les yeux d'elle. Et en silence, il pleurait lui aussi, de douleur, de peur. Peu après, Edmond Vidal fut présenté au juge. Ce simple vol de cerises pouvait sembler anodin, mais son passé jouait contre lui. Les bagarres de rue, les blessures infligées, les antécédents. Pour la justice, il n'était pas un garçon égaré. C'était un délinquant récidiviste. Et cela allait sceller son destin. Le verdict fut sans appel. Edmond Vidal fut envoyé à la prison de Saint-Paul, à Lyon. On l'affecta au quartier des mineurs. Peu après, il apprit que son ami Pipo avait lui aussi été arrêté. Mais il avait été incarcéré dans une autre prison, celle de Saint-Joseph. Ils étaient séparés. En franchissant pour la première fois les murs de la prison, Momon eut l'impression d'entrer dans un autre monde. Un univers sombre, hostile, où rien ne ressemblait à ce qu'il connaissait. La peur, inévitable, parcourut son corps. Mais c'est précisément là que sa vie allait basculer pour toujours. 2 jours après son arrivée, un gardien lui conseilla de se couper les cheveux et fit appeler le coiffeur des mineurs. Un autre détenu. Il était jeune, une vingtaine d'années tout au plus. Tous l'appelaient simplement « Christo ». « Depuis combien de temps es-tu ici » demanda Momon. « 2 ans », répondit le garçon avec un air détaché. « 2 ans ? Ça doit te sembler une éternité. » « Oui, c'est long, très long. » Ce type, calme,
tranquille, avec cette sérénité que seuls les coups durs de la vie peuvent donner, lui donna une leçon sans en dire beaucoup. Ils parlèrent un moment, puis, au moment de se quitter, Christo lui lança une phrase énigmatique. « Demain, il y a changement de garde. Demande qu'on te recoupe les cheveux. » Sans le savoir, venait de naître une amitié qui allait changer sa vie. Au fil des jours, Edmond se rapprocha de Christo. Il parlait de plus en plus, et peu à peu, la carapace du jeune garçon réservé commença à se fissurer. « Mon père est mort quand j'avais 15 ans », lui confia-t-il un soir. « Ma mère s'est retrouvée seule avec 2 petites filles. Mon frère et moi, on n'avait rien. J'ai commencé à voler très jeune, pour manger, pour survivre. Et maintenant, je risque le procès à la cour de Lyon. » Ce récit ne le toucha pas seulement. Il le lia à lui. Dans cet enfermement où le temps semblait suspendu et où l'espoir manquait, naquit une véritable amitié. Christo n'était pas seulement un compagnon de cellule, il était le reflet d'une vie au bord du gouffre. Avec lui, Momon découvrit que le crime n'était pas seulement violence ou désespoir, c'était aussi une méthode, des codes, une fraternité. Et cette leçon, il ne l'oublierait jamais. Après 48 jours de détention provisoire et une condamnation ferme d'1 mois, Edmond retrouva la liberté. Et cette fois, il était persuadé de vouloir changer de vie. Il voulait tout laisser derrière lui. Mais la justice n'en avait pas décidé ainsi. Une ancienne condamnation pour coups et blessures, datant de l'époque des bagarres de rue, fit surgir une peine avec sursis. Quelques mois seulement s'étaient écoulés. Et il se retrouva de nouveau derrière les barreaux. Encore une fois, en prison. Encore une fois, aux côtés de Christo. À sa sortie, Momon respira la liberté. Mais ce ne fut que de courte durée. Quelques jours plus tard, il reçut une visite inattendue. Christo. Mais il n'était plus le même. Ses vêtements étaient usés. Il avait maigri et semblait fatigué. Dans ses yeux, pourtant, brillait toujours cette étincelle que Momon connaissait si bien. « Je vais disparaître quelque temps, » lui dit-il sans détour. « Mais quand je reviendrai, je te ferai une proposition. » 2 mois passèrent. Un après-midi ordinaire, alors qu'il arpentait les rues de Lyon, Momon le revit. Mais cette fois, Christo conduisait une flamboyante Peugeot 404. Bien habillé, détendu, le sourire aux lèvres. Eh bien, on dirait que les affaires vont bien, oui. Je ne me plains pas. Je bosse avec un ami, Patty. Je lui ai parlé de toi. Il veut te rencontrer. Tu pourrais nous rejoindre. » Momon resta silencieux. Le dilemme était évident. Retourner au boulot dur et mal payé, ou tenter sa chance de l'autre côté. Il ne répondit pas tout de suite. Il y réfléchit, jaugea la situation. Finalement, il accepta. Des années plus tard, il se souviendrait de ce moment. Malgré mes doutes, malgré la peur de retourner en prison, j'ai dû l'admettre. Sa méthode était plus efficace que la ferraille pour gagner sa vie. 6 mois plus tard, Edmond Vidal participa à son premier braquage. Avec Christo et Patty, ils s'en prirent à la villa d'un entrepreneur en Isère. Le butin. 2,0000 francs français. Une fortune pour l'époque. Et ce n'était pas seulement de l'argent. C'était une leçon. Avec eux, Momon apprit comment on planifie un coup. Comment entrer, comment sortir, comment se taire, comment survivre. Quelques jours plus tard, ils tentèrent un autre coup. Cette fois, à l'intérieur d'une usine, visant le contenu d'un grand coffre. Mais quelqu'un les avait devancés. Le butin n'était plus là. Il ne restait que des murs vides. Ce fut un revers dur, mais aussi un signal. Il fallait changer de stratégie. Ils abandonnèrent les coffres, trop risqués pour si peu de garanties. Dorénavant, ils iraient directement aux personnes en l'occurrence, aux valets qui transportaient l'argent. Leur nouvelle méthode, les intercepter en plein trajet, arracher les mallettes et disparaître avant que qui que ce soit ne réagisse. Et ça marcha. À leur première tentative selon ce procédé, ils dérobèrent près de 9,0000 francs français. Un succès retentissant. La police ne résolut jamais cette affaire. Mais pour Momon, l'essentiel n'était pas l'argent. C'était la prise de conscience
qu'il n'y avait plus de retour possible. Il avait franchi une ligne. Il ne comptait pas revenir en arrière. Comme on pouvait s'y attendre, les ennuis avec la justice reprirent cependant vite. Février 1966. Une nuit froide à Lyon. Momon et Christo, accompagnés de 2 amis, se dirigent vers le 6 arrondissement. Destination, un bar nommé le Nelson. Christo avait une raison personnelle d'y aller. Il voulait revoir une fille qu'il avait rencontrée après sa sortie de prison. Elle travaillait désormais comme serveuse dans l'établissement. En la voyant derrière le comptoir, il s'approcha avec un sourire. Elle, pour lui faire plaisir, lâcha innocemment qu'il avait fait sensation auprès des clients. Un commentaire sans malice. Mais pour Christo, ce fut de la dynamite. En quelques secondes, son visage changea. Les jalousies le consumèrent et il perdit son sang-froid. Il voulut la faire sortir du bar de force. Insistant, bousculant, la scène ne passa pas inaperçue. 2 hommes assis au fond du local se levèrent. L'un d'eux, rien de moins qu'un champion de boxe poids lourd, intervint aussitôt. Il ne supportait pas ce spectacle. Et là, tout partit en vrille. Pas ce spectacle. Et là, tout partit en vrille. Pour Christo, Momon et leurs amis, la soirée prit une tournure inattendue. La tension explosa. Et ce ne fut pas une bagarre ordinaire. Le champion de boxe, avec son acolyte, leur infligea une raclée brutale. Aucune possibilité de riposte. La bande fut humiliée et forcée de fuir le bar sous les coups et les cris. Mais ces hommes ignoraient une chose. Ni Christo ni Momon n'avaient l'intention de laisser cette humiliation impunie. À 3 heures du matin, ils revinrent au bar, mais cette fois, pas en clients, en vengeurs. Le plan était simple. Attendre les 2 types qui les avaient roués de coups, les menacer avec des armes et rappeler qui commandait. À leur arrivée, ils tentèrent d'entrer. Mais l'accès était verrouillé. Personne ne voulait leur ouvrir la porte. Christo perdit son sang-froid. Il frappa. Il hurla. Et finalement, il explosa. Il sortit son arme et tira directement sur la serrure. L'ami qui les accompagnait fit de même. Mais leur tir n'était pas parfaitement précis. Une balle atteignit l'abdomen de la patronne du bar, qui se trouvait derrière la porte. La situation échappa complètement à tout contrôle. Ce n'était plus une vengeance. C'était une agression, avec des blessés, et grave. Pour Christo et Momon, tout bascula à cet instant. Ils ne pouvaient pas rester. La police allait fondre sur eux d'ici quelques heures. Il fallait disparaître. Et vite. La décision fut immédiate. Fuir à Marseille, où Momon connaissait plusieurs gitans susceptibles de leur offrir refuge. Ce fut Michel, le grec, un vieil ami du quartier, qui se chargea de les conduire vers le sud. L'itinéraire était clair. L'objectif, ne laisser aucune trace. La cavale venait de commencer. Et la chasse, aussi. Après plusieurs heures de route, ils atteignirent leur destination, Marseille. Là, à la périphérie de la ville, ils trouvèrent refuge dans un camp gitan où Momon avait des connaissances. Une cache improvisée, loin du bruit et des regards indiscrets. Mais ni la peur ni l'incertitude n'arrêtèrent Christo. Quelques jours plus tard, il décida de participer à un nouveau coup. Cette fois avec son ancien complice, Paty, et un autre type. Le vol fut un succès. À son retour à Marseille, Christo retrouva Momon pour lui raconter les détails. Et ce qu'il lui dit changea tout. J'ai rencontré des gars pas comme les autres. D'anciens militaires d'Algérie. Durs, rapides, professionnels. Ils sont derrière les plus gros coups de la région lyonnaise. On les appelle la bande de la vallée de la Saône. Christo était fasciné. Il n'avait jamais vu une équipe aussi organisée. Et parmi eux, un homme se démarquait. Le Gros. Un nom qui allait bientôt résonner dans la vie de Momon. Mais tout ne pouvait pas bien se passer. Dans le sud, quelqu'un parla trop et les dénonça. Ainsi s'acheva la fuite. Momon et Christo furent de nouveau arrêtés, de nouveau menottés, de nouveau fichés. Edmond Vidal fut envoyé une fois encore à la prison de Saint-Paul, à Lyon, détention préventive. L'affaire du Nelson les poursuivait et le tribunal de Lyon attendait son verdict.
Le jugement fut sans appel. 5 ans de prison pour Edmond Vidal. 8 ans pour Christo. Mi-temps pour Christo. Tous deux furent condamnés pour l'affaire du Nelson. Momon, à peine âgé d'un peu plus de 20 ans, fut transféré à la prison de Mulhouse pour purger sa peine. Là, derrière les barreaux, il commença à réfléchir sérieusement à changer de vie. Il ne voulait plus courir, plus vivre dans la peur. Il avait la ferme intention de tout laisser derrière lui. Mais le destin n'en avait pas fini avec lui. Ce fut pendant cette période, dans la nuit du 24 décembre, qu'il fit enfin la connaissance de celui dont Christo lui avait tant parlé. Johanny Chavel, alias Le Gros. Cette nuit-là, sa mère lui avait apporté un colis contenant de la nourriture et des vêtements. Mais juste avant qu'il ne puisse le recevoir, les cellules furent fermées. À quelques mètres de là, Le Gros attendait lui aussi son colis. Il n'eut pas le temps de le récupérer. Momon n'hésita pas. Il demanda au gardien de lui faire passer la moitié du sien. Un geste simple, mais qui marquerait le début de quelque chose de bien plus grand. Le lendemain, pendant l'heure de promenade, cet homme massif, sérieux, au regard perçant, s'approcha de lui. « Je n'oublierai jamais ce que tu as fait hier soir, » lui dit-il. « Voici l'adresse de ma mère. Si un jour tu as besoin de quoi que ce soit, tu pourras compter sur nous. » Momon prit le papier, le regarda. Puis, de retour dans sa cellule, le déchira sans réfléchir. Il savait ce qu'il voulait. Sortir propre. Laisser ce monde derrière lui. Et pour cela, il devait couper tous les liens. Sa peine prit fin le 30 décembre 1969. Il obtint 6 mois de semi-liberté avant de décrocher la liberté conditionnelle. Un nouveau départ, du moins en théorie. Pendant cette période de semi-liberté, Momon tenta de bien faire les choses. Il travailla comme ouvrier sur divers chantiers, portant des matériaux, transpirant dès l'aube. Puis, plein d'espoir, il entama une formation d'électricien. Pour lui, cette formation représentait plus qu'un simple apprentissage. C'était la seule porte ouverte vers une vie décente. Mais la réalité le rattrapa rapidement. Le salaire était misérable. À peine de quoi manger, et payer le strict nécessaire. Tout ce qu'il rêvait de construire semblait s'éloigner à chaque facture. Il commença à se sentir piégé, frustré, sans avenir. Il pensa à retourner à Lyon, espérant y trouver quelque chose de mieux. Là-bas se trouvait sa famille, ses anciens amis, son quartier. Il fit le voyage, retrouva des visages familiers, chercha des alternatives, mais rien ne changea. De retour à Mulhouse, il passa d'un travail à un autre. Des journées interminables, des salaires dérisoires, des patrons indifférents. Les jours s'étiraient. Les nuits étaient vides. Et puis, un jour ordinaire, le destin réapparut, vêtu de hasard. Au centre de Bourg-en-Bresse, Momon entra dans un café et il était là, Le Gros. Ce même homme à qui il avait partagé son colis de Noël derrière les barreaux. Ce type qui paraissait maintenant calme, sûr de lui, maître de la situation. Ils se saluèrent, s'assirent, commandèrent un café et commencèrent à parler de la vie, du passé et de ce qui restait à venir. Momon s'en souvient clairement. Ce type m'a impressionné. On sentait qu'il était intelligent. Chaque mot qui sortait de sa bouche semblait pesé et réfléchi. Cet homme, c'était Johanny Chavel, bien que dans les bas-fonds, on l'appela Le Gros ou Gros Jeannot. Il venait d'une famille paysanne de Villefranche-sur-Saône, un milieu humble, rural, comme beaucoup de ceux qui finissaient en marge. À 20 ans, il fut envoyé combattre en Algérie. À son retour, il n'était plus le même. Il ramenait avec lui le grade de caporal-chef et, surtout, une formation militaire qui se révélera cruciale. Maîtrise des cartes tactiques, discipline stricte, maniement avancé des armes et une mentalité stratégique qu'on n'apprend pas dans la rue. Mais au lieu d'employer ses compétences dans une vie honnête, il prit un autre chemin. Il choisit le crime. Il rejoignit un groupe de braqueurs et très vite devint leur chef. Ainsi naquit le gang de la vallée de la Saône, une bande spécialisée dans les attaques des bureaux de poste et des petites agences bancaires rurales. Ils opéraient presque toujours dans de petites communes, où la sécurité était minimale et la réaction policière lente.
Chavel se forgea rapidement une réputation solide, efficace, calculateur, froid, implacable, au point d'attirer l'attention d'une figure clé du crime organisé. Le parrain, Jean Auguet. C'est précisément dans la trajectoire d'Auguet que se cachent nombre des clés de la naissance du gang des Lyonnais. Une jeunesse qui s'est construite dans l'ombre, tandis que Momon et ses amis n'étaient encore que des gamins de Dessines. La réputation de Chavel grandissait vite. Méthodique, toujours fiable, il ne tarda pas à capter l'attention du parrain le plus puissant du milieu lyonnais, Jean Auguet. Comprendre qui était Auguet est fondamental pour saisir la véritable origine du gang des Lyonnais. Tout est lié à lui. Ses racines plongent dans les années 1960, alors que Momon Vidal et ses camarades cherchaient encore leur place dans les rues de Dessines. À la même époque, Jean Auguet avait déjà bâti son empire. Vétéran lui aussi de la guerre d'Algérie, comme Chavel Auguet était devenu une figure incontournable du milieu. Mais son ambition dépassait le crime. Il s'habillait avec élégance, se mouvait dans la discrétion et jouait sur deux tableaux, la mafia et la politique. Sur le premier, il contrôlait extorsion, prostitution, trafic d'alcool, drogue et braquage de haut vol. Sur le second, il finançait une organisation au motif patriotique, le Service d'Action Civique, connu sous l'acronyme SAC, un groupe au service de la cause gaulliste, officiellement légal, mais aux méthodes hautement discutables. Jean Auguet formait le pont entre ces deux mondes. Et, à ses yeux, les braquages pouvaient aussi servir une cause. Vision qu'il partagea vite avec ceux qui allaient constituer le noyau du futur gang. Auguet n'était pas un simple parrain. Son influence s'étendait dans tout le sous-monde lyonnais. Il trempait dans de multiples affaires louches. Proxénétisme, trafic d'alcool, drogue, braquage de grande envergure et, bien sûr, opérations armées. Cette dernière branche les coups armés devint, à la fin des années 60, sa priorité. Auguet comprit que des attaques bien exécutées n'étaient pas seulement lucratives, elles pouvaient également financer certains intérêts politiques. Pour cela, il avait besoin des meilleurs. Il posa alors son regard sur deux figures montantes. Joanny Chavel, alias Le Gros, et un autre voleur au sang-froid remarquable, habile et respecté, connu sous le nom de Nick le Grec. Tous deux incarnaient une nouvelle génération de délinquants, disciplinés, professionnels et silencieux. Chavel, de son côté, recruta rapidement un profil similaire. Pierre Pourrat, un cambrioleur réservé, méticuleux, dont peu savaient vraiment quelque chose. Avec ces trois-là, Auguet donnant ses ordres depuis l'ombre, et Chavel en chef opérationnel, commença à se former le groupe qui allait bientôt faire la renommée de toute la France. C'est là que, pour la première fois, le gang des Lyonnais prit forme. Chavel, Nick le Grec et Pierre Pourrat commencèrent à réaliser plusieurs braquages. Tous sous l'œil discret mais ferme de Jean Auguet. Le parrain ne se contentait pas de les soutenir. Il leur fournissait armes, informations privilégiées et tous les moyens nécessaires pour accélérer et assurer leur ascension. C'était le commencement de quelque chose de grand. Ce que personne ne savait encore, c'est qu'Edmond Vidal était sur le point de les rejoindre. Lui encore l'ignorait. Mais le destin avait déjà commencé à bouger ses pièces. Cela se passa à Bourg-en-Bresse, après une conversation anodine avec le Gros, et alors qu'ils allaient se séparer, Chavel l'arrêta. « Donne-moi ton contact. » Momon hésita une seconde, puis finit par écrire son numéro sur un bout de papier. Quelques semaines plus tard, le téléphone sonna. C'était le Gros. « Viens me voir. » Le lieu du rendez-vous fut aussi discret que symbolique. Une vieille maison perdue au milieu des champs, transformée en petit bistrot rural. Un endroit sans caméra, sans voisins curieux, sans bruit. Son nom, le Café des Chasseurs. Là, dans ce coin silencieux de la campagne française, allait commencer la véritable histoire du gang des Lyonnais. À l'intérieur, assis à une table à l'écart, se trouvait le Gros. Quand il vit Momon entrer, il lui fit un signe de tête et l'invita à s'asseoir. « Dis-moi, Momom, t'intéresse la politique ?» Momon leva un sourcil. Ce n'était pas la conversation qu'il attendait. Pendant près d'une heure, Chavel parla sans relâche. De la gauche, du communisme, de son mépris pour certaines idées, de la façon dont, selon lui, tout était pourri. Momon l'écoutait, mais sans beaucoup d'enthousiasme.
Il hochait la tête, le regard rivé sur sa tasse de café, jusqu'à ce qu'il en ait assez. Va à l'essentiel. Qu'est-ce que tu veux? Chavel ne se vexa pas. Il sourit. Puis, lâcha la véritable proposition. Il s'agit de rendre certains services à un parti politique. En échange, nous y gagnons. Ça t'intéresse de te joindre à nous? Ce parti politique dont il parlait n'était autre que le parti gaulliste, que lui et Jean Lauget soutenaient depuis l'ombre. Momon ne répondit pas tout de suite. Il savait que la décision qu'il s'apprêtait à prendre allait tout changer. Chavel et Auger étaient tous deux vétérans de la guerre d'Algérie. Ils partageaient une même vision. Contribuer au retour d'un gaullisme plus radical, financé par des braquages parfaitement orchestrés. Chavel fut clair. Si Momon rejoignait le groupe, il faudrait partager le butin comme les autres. Pas de profit individuel. La moitié de ce qui serait volé irait directement à la cause politique. Auger nous file des renseignements, expliqua le gros. Cible, horaire, faille de sécurité. Mais en échange, la politique prend sa part. Momon n'y voyait pas clair et le lui dit. Le gros le fixa. Toi, tu peux trouver tout seul un coup à 2 ou 3 millions. Ce chiffre stoppa Momon net. Des millions, brusquement, tout prit une autre dimension. Le gros lui parla alors d'une opération en préparation, un coup colossal capable de tout changer. Il l'appela le grand coup. Alors, tu es des nôtres? Momon ne dit rien de plus. Il hocha simplement la tête. C'est ainsi qu'Edmond Vidal entra définitivement dans la bande. Aux côtés de Joanny Chavel, de Pierre Pourrat et, plus tard, de Nicolas Kaklamanos Nick le Grec, il fit partie du noyau originel du gang des Lyonnais. À partir de ce moment, l'aventure criminelle la plus légendaire de France pouvait commencer. Le coup du siècle. Quelque temps plus tard, le gros recontacta Momon. Cette fois, le rendez-vous eut lieu dans un endroit encore plus discret. Un petit refuge caché au bord de la Saône. Aucun bar en ville. Aucune vitre indiscrète. Juste le silence, le calme et de lourds plans. Quand Momon entra, le gros l'attendait déjà au comptoir. Avec lui, deux types qu'il ne connaissait pas. « Je te présente Momon », dit Chavel. « Momon, voici Raoul. Et celui-ci, Patrick. » Ce « Patrick » n'était autre que Pierre Pourrat, bien que Momon n'apprit son vrai nom que bien plus tard. Dans ce milieu, les vrais noms étaient un luxe que personne ne pouvait se permettre. Ce fut le premier contact direct entre Vidal et les deux cerveaux opérationnels du groupe. Et, sans le savoir encore, Momon s'apprêtait à intégrer une équipe conçue pour l'impossible. La machine du grand coup se mit en marche. Dès le premier instant, Momon fut impressionné par Pourrat. Il y avait chez lui quelque chose d'indéfinissable. Une présence, une énergie silencieuse, une autorité naturelle qui n'avait pas besoin de hurler pour s'imposer. Là, face à ces deux hommes, se souviendra-t-il plus tard, j'ai senti clairement l'aura qui les entourait. Une sorte de supériorité innée, faite de calme, de sûreté et de détermination. Il comprit tout de suite. Il avait affaire à deux des plus imposantes figures du milieu criminel qu'il connaissait alors. Ce n'était pas seulement leur réputation, c'était leur manière d'être, de parler, d'observer. Tous deux réunissaient les qualités du vrai professionnel. Discrétion absolue, capacité d'action sans hésitation, résistance mentale à un interrogatoire et surtout la discipline nécessaire pour consacrer des semaines, voire des mois, à préparer chaque coup avec une précision chirurgicale. Ces deux-là, dira Momon, devinrent mes maîtres. Ils m'ont appris ce que signifie planifier et exécuter un véritable braquage. Parmi eux, Joanny Chavel incarnait le courage pur, la froideur indispensable pour rester maître de soi-même sous pression extrême. Son passé parlait pour lui et son nom commençait à s'inscrire dans l'histoire criminelle française. Chavel avait attiré l'attention d'Auré pour une raison précise, sa capacité à tenir face aux interrogatoires les plus brutaux sans céder. Il avait du caractère, du cran et, par-dessus tout, un goût pour l'action directe. C'est lui qui introduisit dans le groupe des méthodes de type commando, concevant les braquages comme des opérations militaires. Rapides, précis, efficaces,
Mais si Chavel était le muscle et la détermination, Pierre Pourrat représentait le silence et le contrôle total. Discret au point d'en être énigmatique, il aimait rester dans l'ombre, loin des conversations futiles, observant et analysant. Il ne parlait jamais plus que nécessaire et se montrait rarement en dehors de ce qui était indispensable. Les enquêteurs, des années plus tard, le décriront ainsi. De caractère hermétique, on sait presque rien de ce qui s'est passé dans sa vie durant cette période. Tout ce qui l'a conduit à devenir ce qu'il est nous reste inconnu. Son surnom dans le groupe, Patrick, n'était qu'un masque. Mais avec le temps, les siens commencèrent aussi à l'appeler le docteur, pour sa manière de se mouvoir, sa tenue et la façon dont il calculait chaque geste avec une froideur chirurgicale. Et ce n'était pas volé. Pierre Pourrat était né sans père connu. Sa mère l'avait abandonné alors qu'il n'était qu'un enfant. Un départ marqué par la dureté, qui ne fut que le prélude d'un chemin encore plus sombre. Après l'abandon maternel, Pierre fut élevé par l'aide sociale à l'enfance. À 12 ans, il fut placé chez une famille de paysans. Il n'y trouva pas d'affection, seulement du travail dur et du silence. Très tôt, il développa une tendance nette au vol, petit larcin d'abord, qui finirent par le conduire en prison. C'est après sa sortie que sa route croisa pour la première fois celle de Johanny Chavel. Cette première rencontre allait marquer le début de quelque chose de beaucoup plus grand, les premières graines du gang des Lyonnais. Des années plus tard, lorsque Edmond Vidal rencontra Pourrat dans le fameux refuge au bord de la Saône, il ressentit aussitôt de la sympathie pour lui. Il n'y eut pas besoin de mots superflus. Juste des regards, des gestes, une compréhension mutuelle. Ce fut le départ d'une amitié solide, forgée sans sentimentalité, mais dans le respect. Cette rencontre n'était pas qu'une simple présentation. Le gros avait un plan. Ce même jour, il leur proposa un coup à Pont-d'Ain, s'en prendre à 2 transporteurs qui acheminaient la paye d'une entreprise. L'un d'eux était armé. Momon fut désigné comme conducteur, un rôle qui, à l'époque, ne le réjouissait guère. Il préférait l'action sur le terrain plutôt que d'être derrière un volant. Raoul, Chavel et Pourrat seraient chargés de l'exécution. Le jour venu, les 4 montèrent dans une Renault estafette. Tout était chronométré. Ils attendirent calmement la sortie des convois, avec la mallette contenant l'argent. Puis, quand la cible fut identifiée, les 4 bondirent du véhicule. C'était l'heure d'agir. Chavel pointait son arme, couvrant la rue d'un air sûr, imposant, sans trembler. Pendant ce temps, Pourrat et Raoul se précipitèrent vers le convoi. Ils savaient exactement quoi faire, et surtout, ce qu'ils ne pouvaient pas se permettre, déclencher le mécanisme de sécurité de la mallette. Celle-ci était équipée d'un dispositif relié à un bracelet piégé. Si on l'arrachait au mauvais moment, l'intérieur se tacherait d'encre et l'argent deviendrait inutilisable. Pourrat fut le premier. Il saisit fermement le poignet du transporteur qui portait le butin. Raoul agit aussitôt. D'un geste net et précis, il sectionna le bracelet de sécurité. Tout se déroula en quelques secondes, sans coup de feu, sans erreur, sans perte. Le coup avait réussi exactement comme prévu. Il n'y avait pas de temps à perdre. Ils coururent jusqu'à l'estafette où Momon les attendait au volant. De là, ils prirent une route secondaire qu'ils avaient tracée pour la fuite. Évitant voies rapides, feu et contrôle, jusqu'à Bourg-en-Bresse. Mission accomplie. De retour à Bourg-en-Bresse, ils purent souffler. Hors de danger, ils ouvrirent la mallette pour compter le butin. Un 5-0-0-0-0 français. Un coup propre, rapide et rentable. Mais il ne fallut pas longtemps avant que le gros ne revienne avec une autre proposition. « J'ai un autre boulot », dit-il à Momon. Semblable à Pont-d'Ain, mais cette fois ce sera à Mâcon. Le plan était quasiment identique. Intercepter les transporteurs lors du transfert de la paye d'une entreprise. Mais cette fois, un élément nouveau entrait en jeu. « Tu as entendu parler de Nicolas Caclamanos » demanda le gros. Momon haussa un sourcil. Ce nom ne lui était pas inconnu. « Nicolas sera sans doute présent lors de la grande opération », continua le gros. « Mais il est au plus bas, fauché. Je veux lui donner un coup de pouce, le remettre à flot. Tu viendrais bosser avec lui, avec moi et Patrick ?» demanda Théil. La question était directe
et l'enjeu plus important qu'il n'y paraissait. Nicolas Kaklamanos, mieux connu sous le nom de Nick le Grec, n'était pas un simple voleur. Le gros le savait bien sûr que Momon connaissait ce nom. Nicolas Kaklamanos, alias Nick le Grec, était un poids lourd. Un homme renommé dans le milieu pour son sang-froid, son attitude posée et son efficacité. Vétéran du crime, il ne parlait pas beaucoup, mais savait parfaitement ce qu'il faisait. Ce n'était pas un bagarreur de quartier, c'était un spécialiste, un opérateur expérimenté, considéré par beaucoup comme l'un des bras droits de Jean Auger. Et surtout, chose remarquable, il n'avait jamais mis les pieds en prison. À 45 ans, malgré des dizaines d'opérations à son actif, il échappait toujours à la police, comme s'il disposait d'un bouclier invisible. Ou peu. Être était-il simplement protégé par le parrain. Il avait des contacts, de l'intelligence, et surtout, une capacité singulière à disparaître au bon moment. Pour le gros, l'avoir sur l'opération était un coup de maître. Pour Momon, c'était la preuve que les choses montaient d'un cran, et vite. À la fin des années 60, un ancien du milieu qui avait travaillé avec lui résuma ainsi. On savait qu'on pouvait compter sur lui. C'était un type fiable, même s'il manquait toujours d'argent. Tel était Nick le Grec, un pro, un joueur d'équipe. Et oui, un homme qui, malgré son expérience, ne disait jamais non à un bon coup. Lors du braquage de Mâcon, Nick assuma le rôle de conducteur. Pour Momon, c'était une excellente nouvelle. Il allait enfin pouvoir quitter le volant et participer pleinement à l'action. Le coup fut un succès, et ce ne fut pas le seul. Tout au long de 1970, les braquages s'enchaînèrent les uns après les autres. À chaque fois mieux exécutés, toujours plus aboutis. Le groupe commença à développer une méthode de travail qui allait bientôt devenir sa marque de fabrique. Tout commençait par la reconnaissance du terrain. Dans les jours qui précédaient, les membres se rendaient sur les lieux habillés de façon totalement neutre, tenue banale ne cherchant pas à attirer l'attention. Et s'ils revenaient un autre jour, jamais avec les mêmes vêtements. Ensuite, venait la planification de la fuite. Ils étudiaient tous les itinéraires d'évasion, notaient des routes secondaires, évitaient les autoroutes, les péages, les carrefours principaux, les commissariats, les gendarmeries. Rien n'était laissé au hasard. Puis, l'élément clé, les véhicules relais, des voitures préalablement volées, toujours d'une marque différente de celle utilisée pour le braquage, étaient disposés à des points stratégiques pour faciliter la fuite et désorienter toute patrouille. Ainsi, pas à pas, le gang se transformait en une véritable machine de précision. Et enfin, venait le braquage lui-même. Chaque détail était pensé, chaque élément calculé. Pour ne pas être reconnus, les membres du groupe utilisaient du maquillage professionnel. Des postiches, des perruques, des barbes et moustaches factices. Ils se métamorphosaient complètement. La consigne était simple. Ne laisser aucune trace visuelle pouvant les identifier. Et bien qu'ils privilégiaient la stratégie au rapport de force, ils ne partaient jamais sans leur arsenal. Pistolets, fusils à pompe raccourcis et mitraillettes toujours prêts. Non pas pour tirer à tout va, mais pour intimider. Pour que personne n'ait le courage de s'interposer. Leur force résidait dans l'effet de surprise. Agir vite, avec précision, et partir sans bruit. Grâce à cette philosophie, ils enchaînèrent les coups à un rythme vertigineux, l'un après l'autre. Efficace, rentable et silencieux, tout faisait partie d'une stratégie plus vaste. Se remplir les poches, comme disait-il. Autrement dit, amasser de l'argent avant d'abattre la carte maîtresse. Et ce moment était en train d'arriver. La grande opération se préparait. L'annonce officielle ne tarda pas. Quand Momon et le reste du groupe furent conviés à la villa de Jean Auger, ils comprirent que ce qui se profilait dépassait tout ce qu'ils avaient fait jusque-là. L'atmosphère était lourde. Le salon du parrain rassemblait toute la vieille garde. Le gros et ses fidèles d'antan Berry, Bernard Écheveux, avec qui il avait combattu en Algérie et exécuté d'innombrables braquages aux heures du gang de la vallée de la Saône. Étaient aussi présents Pierre Pourrat, Raoul et un autre homme du cercle intime d'Auger. Nick le Grec n'était pas encore arrivé,
Mais sa place l'attendait. Le niveau des participants indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas d'une réunion ordinaire. Tous étaient venus pour entendre Hoguet. On avait mangé, bu, et maintenant venait l'essentiel. Finalement, le parrain se leva et prit la parole. « Messieurs, vous savez tous pourquoi vous êtes ici, et à peu près de quoi il s'agit. » Le ton était solennel, le regard tranchant. Quelque chose de massif se préparait, et personne dans la pièce ne voulait en être exclu. Avant que le champagne ne circule, Jean Auget demanda le silence. Il se leva lentement, balaya l'assemblée du regard et posa carte sur table. « Avant de porter un toast, je veux que les choses soient claires. Je n'entrerai pas encore dans les détails, et je ne dirai pas le nom de la ville où se déroulera l'opération. Je vais simplement exposer l'essentiel. Celui qui n'est pas d'accord peut se lever et partir la tête haute, sans rancune, sans comptes à régler. Chacun est libre. » La pièce tomba dans un silence total. Auget baissa la voix et déclara, d'un ton glacial, « Le coup consiste à investir un lieu fortement gardé. 4 policiers armés de mitraillettes, 5 employés, et entre 20 et 30 millions francs français en jeu. La moitié ira à ceux qui feront le travail, l'autre moitié, pour nous. Moi, je ne participerai pas directement. Je mets simplement les moyens. Voilà les conditions. Réfléchissez-y, bien avant de dire « Oui ». La tension était palpable. Le premier à répondre fut le gros, sans hésitation. Pour moi, pas de problème. Ainsi commença le compte à rebours vers le braquage le plus audacieux de l'histoire du crime français. Le suivant à prendre la parole fut Pourrat. Fidèle à son style réservé, il répondit calmement « Je ne peux pas donner mon accord sans avoir vu l'opération de mes propres yeux. J'ai besoin de temps pour l'analyser. Si je la juge viable, j'en suis. Sinon, je me taillerai et partirai. » On le respecta. Personne n'insista. C'était sa manière d'être. Puis Nick le Grec détendit l'atmosphère tendue en lançant une phrase qui provoqua des rires. « Moi, j'ai tellement besoin d'argent que je braquerai même un char. » La salle éclata de rire. Le message était clair. Nick aussi était partant. Ensuite, Momon, Raoul, Berry, Bernard, Cheveux et un autre homme de confiance d'Auget donnèrent tour à tour leur accord. L'équipe était pratiquement au complet. Comme annoncé dès le départ, la direction opérationnelle reviendrait à Johanny Chavel. Auget reprit alors la parole et livra l'information attendue par tous. Pour l'opération, il s'agit de la poste d'Estrasbourg. La date exacte reste à fixer, mais je mise sur la fin de trimestre. C'est lorsque l'on y déplace le plus d'argent, quand la somme reçue est la plus importante de l'année. Sur ces mots, la mèche du braquage le plus audacieux jamais mené en France fut allumée. Et Auget ajouta « Au cas où quelque chose tournerait mal vu l'ampleur de l'opération que chacun devait s'entraîner au maniement des armes. Ils avaient un lieu pour cela. Le gros s'en occuperait. Il était clair. Ce n'était pas un coup de plus. C'était la grande manœuvre. Il n'y avait plus de retour possible. Il ne restait qu'une chose à faire. Se préparer à fond. Les entraînements commencèrent peu après. Dans une zone boisée, à une trentaine de kilomètres de Bourg-en-Bresse, le groupe installa un terrain de tir clandestin improvisé. Au milieu des arbres, à l'abri des regards et des bruits suspects, les gangsters s'entraînaient comme un commando militaire. Ils disposaient de tout. Mitraillettes, fusils à pompe à canon raccourcis, pistolets de divers calibres, un arsenal complet. L'ambiance était sérieuse, tendue. Chacun savait qu'il se préparait à quelque chose d'unique, et personne ne voulait être le maillon faible. Avec une trentaine d'armes neuves en plus de leur déjà imposant armement, le groupe était plus près que jamais. La machine tournait. Chaque jour, ils peaufinèrent les détails. Puis vint l'heure de la répétition générale. 23 décembre 1970. L'objectif, l'hôtel des postes de Chambéry. Un exercice éclair. En quelques minutes, l'équipe entra, exécuta le coup avec une précision chirurgicale et repartit sans laisser de traces. Le butin, 2 millions francs français. À l'époque, le plus gros vol jamais enregistré en France. Mais au-delà de l'argent, l'essentiel fut l'enseignement tiré de l'opération. Grâce à ce coup,
Ils ajustèrent les temps, corrigèrent les erreurs et affinèrent leur technique. C'était leur répétition finale, et ils l'avaient réussi. Strasbourg les attendait désormais. La grande opération se rapprochait, et eux étaient prêts à entrer dans l'histoire. Chavel, Pourrat et Momont voyagèrent ensemble jusqu'à Strasbourg, la capitale d'Alsace. C'était le moment des premiers repérages sur le terrain. Chavel, qui dirigeait l'opération, prit la parole et déclara « On le fait à trois. Juste nous ». La réaction de Momont fut immédiate. Pour lui, c'était de la folie. Un coup de cette envergure ne pouvait pas être réalisé par si peu de monde. Trop de variables. Après de longues discussions et plusieurs jours d'indécision, Chavel céda finalement sous la pression de ses deux compagnons. Ils avaient besoin d'un plan plus solide, mais quoi qu'ils fassent, rien ne semblait s'emboîter. La frustration monta. Bloqués, ils convoquèrent une nouvelle réunion avec Auger et le reste du groupe. Tous vinrent, sauf Raoul. Lors de la rencontre, c'est le gros qui prit la parole. Il apportait un nouveau plan pour le coup de Strasbourg, plus structuré, plus ambitieux. Auger, Cheveux, Bernard et Nick le Grec approuvèrent sans hésiter. Le plan changeait de main. Et cette fois, il semblait prendre forme. Il avait été clairement dit. Le coup devait se dérouler à la fin du premier trimestre, période où l'on déplace le plus d'argent, quand les sommes reçues sont les plus importantes de l'année. Pourtant Momont, Pourrat et Berry restaient sceptiques. Le risque leur paraissait trop élevé. Malgré tout, leur avis ne changea pas la décision. L'opération aurait lieu. À quelques jours du jour J, Chavel, Pourrat et Momont peaufinaient les derniers détails. Chaque mouvement, chaque itinéraire, chaque minute, le jour arriva. Cachés dans une fourgonnette stationnée devant la Banque de France à Strasbourg, ils attendaient en silence. Dehors, les convois d'argent allaient bientôt sortir. Le plan. Les intercepter dans la cour arrière de l'hôtel des Postes au moment précis où les sacs seraient livrés. L'atmosphère était électrique. Et puis, le moment venu, le gros alla vérifier les sacs. Lorsqu'il les vit, son visage changea. « Merde, il n'y a que 3 sacs. » Les autres comprirent sans qu'il ait à en dire davantage. Ce n'étaient pas ceux qui étaient prévus. La somme ne justifiait pas le risque. Le coup devait être reporté. Un cul. La nouvelle date fut fixée à la fin du trimestre suivant, lorsque le volume d'argent serait réellement au rendez-vous. En attendant, le groupe continua de perfectionner sa méthode et d'exécuter de petits coups intermédiaires pour garder le rythme et le sang-froid. Le compte à rebours avait commencé. Cette fois, il n'y aurait pas d'erreur possible, tandis que le reste du groupe attendait, convaincus que tout était prêt pour l'opération majeure. Pourrat et Momont décidèrent d'agir à leur manière. Pour eux, il manquait une sortie propre, une entrée sûre. Il devait exister une autre voie. Ils revinrent donc en ville en plein jour. Vêtus de blouses bleues identiques à celles du personnel postal, ils se mêlèrent aux employés sans éveiller de soupçons. Une fois à l'intérieur de l'hôtel des Postes, ils étudièrent chaque recoin, couloir, bureau, sortie. Ils notèrent itinéraire, temps, porte, tout fut localisé, sauf la zone la plus importante, le couloir par lequel l'argent sortait. Ce point clé leur semblait hors de portée, puis Momont leva les yeux. Et il vit une petite fenêtre au 2e étage, apparemment ordinaire, facile à ouvrir. Probablement une fenêtre de toilette. Mais pour lui, c'était autre chose. Voilà, c'est le point faible. Il le sut aussitôt. Cette lucarne était la faille dans la muraille, la brèche qui rendrait possible le plus grand coup jamais envisagé. Après cette découverte, Pourrat et Momont comprirent qu'ils devaient revenir. Ils organisèrent un nouveau repérage, concentré sur cette petite fenêtre. Ils retournèrent à Lyon pour préparer l'équipement, puis quelques jours plus tard, revinrent à Strasbourg. Mais cette fois, de nuit, la ville dormait, et eux s'infiltrèrent silencieusement dans le bâtiment. En explorant les étages supérieurs, Pourrat découvrit une porte au 4e étage. Elle donnait accès au comble, juste sous la toiture. Cela changeait tout. De là, ils pouvaient accéder au toit et descendre directement jusqu'à la petite fenêtre qu'ils avaient repérée. Un passage parfait,
invisible, sûr, et totalement inattendu. Ils montèrent avec précaution. Une fois sur le toit, ils attachèrent une corde autour d'une cheminée solide. Momon se prépara, inspira profondément et commença à descendre en rappel le long de la façade jusqu'à atteindre cette petite ouverture à peine entrebâillée. La lucarne, leur accès au trésor. Pourra tenait la corde depuis le haut, la laissant filer avec prudence. Momon descendait lentement, les yeux fixés sur son objectif. Et enfin, il y arriva. Il entra par la fenêtre. Il avait visé juste. C'était bien les toilettes du 2e étage. Une fois à l'intérieur, il se déplaça silencieusement jusqu'au rez-de-chaussée et ouvrit la porte pour que Pourra puisse le rejoindre. Ensemble, ils commencèrent à inspecter les lieux méthodiquement. Tout semblait collé, jusqu'à ce qu'ils tombent sur une porte donnant directement sur la rue. Trop facile. Une sortie parfaite, discrète, inconnue de la plupart, c'était exactement ce qu'ils cherchaient. Le plan, à première vue, était évident. Changer la serrure de cette porte pour que l'équipe puisse entrer et sortir à sa guise, sans forcer quoi que ce soit. Mais lorsqu'ils revinrent à Lyon pour en discuter avec le gros, celui-ci mit immédiatement le holà. « Non, on ne change pas la serrure, dit-il d'un ton ferme. Si un inspecteur la vérifie par hasard et remarque quelque chose d'étrange, tout serait fichu. Il avait raison. Il fallait être plus subtil. Et sa proposition fut tout simplement brillante. « On va acheter le même modèle de serrure, » dit le gros. « Je m'occuperai d'en retirer les goupilles internes. Ainsi n'importe quelle clé entrera. Eux pourront l'ouvrir comme d'habitude. Et nous aussi. » Sans que personne ne s'en doute, tout le monde approuva. Quelques jours plus tard, le gros acheta la serrure et partit avec Momon pour l'installer. Ils le firent lentement, calmement, sans laisser la moindre trace, et cela fonctionna parfaitement. Cette modification technique minime serait le détail qui ferait toute la différence le jour du braquage. Pendant ce temps, Berry, Bernard et Cheveux travaillaient sur la partie la plus cruciale, l'une des fourgonnettes de relais. Mais il ne s'agissait pas d'un véhicule ordinaire. C'était un vieux camion-citerne de fermier, du genre qu'on ne remarque jamais. Il l'avait maquillé pour qu'il passe inaperçu à tout contrôle. À l'intérieur, il l'avait entièrement transformé. Parois en bois, plancher plat, un matelas, suffisamment d'espace pour cacher tous les participants au coup pendant la première phase de la fuite. Le plan prenait forme. Le dispositif était presque prêt. Et Strasbourg n'était plus un simple objectif. C'était un compte à rebours. Tout était prêt. Plus d'1 an de préparation minutieuse. Chaque seconde chronométrée, chaque geste répété, les itinéraires de fuite tracés avec précision. Les véhicules de relais en place, le matériel prêt, les déguisements, les armes, rien n'était laissé au hasard. La date choisie ne devait rien au hasard. Le 30 juin 1971. Fin de semestre. Le jour où la Poste de Strasbourg distribuait les salaires de milliers d'employés dans toute la région. Ce jour-là, les coffres débordaient d'argent. L'équipe se composait de Momon, Pourra, Le Gros, Bernard, Cheveux, Raoul, Nick, Le Grec et un certain François, une vieille connaissance de Momon, rencontré durant sa semi-liberté à Mulhouse, 8h55 du matin. Le jour du coup, Nick Le Grec était au volant d'une Renault Estafette. À l'intérieur, tous les membres du commando, prêts, silencieux. Ils arrivèrent jusqu'au point exact, près de la porte latérale du bureau de poste, qu'ils connaissaient désormais parfaitement. Nick fut le seul à descendre. Il marcha calmement jusqu'à l'angle de la rue, d'où il pouvait observer l'entrée du convoi blindé apportant les sacs d'argent. La tension était absolue. Tout dépendait du moment précis. Le compte à rebours avait commencé. À l'intérieur de l'estafette, pour les 7 hommes, le temps semblait suspendu. Les secondes s'étiraient. Personne ne parlait. 9h03. Nick Le Grec revint. Le convoi d'argent venait d'entrer à l'arrière du bâtiment. C'était le moment. Les 4 désignés pour exécuter le coup se préparèrent, Momon, Pourra, Cheveux et Bernard. Ils portaient des tenues d'ouvriers, déguisés en serruriers, avec des blouses de travail bleues, discrets, invisibles, anonymes.
Ils sortirent du véhicule sans se presser. Pas de course, pas de regard en arrière. Tout était minuté. Ils se dirigèrent tranquillement vers la porte latérale. Momon regarda sa montre. Trop tôt, il savait que les policiers chargés d'escorter les employés repartaient toujours 2 ou 3 minutes après la livraison de l'argent. Ce délai n'était pas encore écoulé. Momon fit un signe discret à Pourra. Ralentir. Pas de précipitation. 9h05. À cet instant précis, Pourra ouvrit la porte avec la clé modifiée. Les 4 hommes entrèrent sans un bruit. Pendant ce temps, le reste du groupe attendait dans la camionnette, prêts à intervenir si quelque chose tournait mal. Nick le Grec manœuvra l'estafette et la gara face à la sortie, bloquant la vue et assurant la voie de fuite. À l'intérieur du bâtiment, Momon, Pourra, Cheveux et Bernard avançaient d'un pas ferme. Un couloir, puis un autre, et soudain, un obstacle inattendu. Ils croisèrent une trentaine d'employés de la poste en plein travail de tri. Le couloir était bondé, l'endroit chaotique. Cheveux se tendit. Il n'aimait pas ça. Il regarda Momon. Sur son visage, le doute. Il ne dit rien, mais tout était clair. Quelque chose clochait. Momon le fixa droit dans les yeux et lui lança, d'une voix basse mais ferme. « Calme-toi, il n'y avait pas de place pour la panique. » Les 4 hommes continuèrent d'avancer, 2 par 2, pour ne pas attirer l'attention. Momon marchait aux côtés de Pourra, Cheveux avec Bernard. En apparence, ils n'étaient que de simples ouvriers traversant le bâtiment. Personne ne devait se douter de quoi que ce soit. Au bout du second couloir, ils les aperçurent. Les employés de la poste, en plein protocole de livraison, serrant la main des policiers armés qui les escortaient. Comme Momon le craignait, ils étaient arrivés trop tôt. Impossible d'intervenir maintenant. Le risque était trop grand. Sans un mot, ils firent demi-tour naturellement, comme s'ils s'étaient trompés de direction. Ils attendirent. Patients. Silencieux, jusqu'à ce qu'ils entendent la porte se refermer derrière la sortie des agents. Cette fois, c'était le moment. Ils reprirent position. Et soudain, ils croisèrent les postiers, poussant un chariot rempli de sacs d'argent. La cible était là, juste devant eux. Il ne restait plus qu'à agir. D'abord passèrent Momon et Pourra, puis Cheveux et Bernard. Tous marchaient calmement, comme s'ils faisaient partie du personnel. Les employés, riant, avançaient sans se méfier le moindre instant des 4 hommes derrière eux. Et juste au moment où ils leur tournaient le dos, Momon lança l'ordre. Par terre. D'abord, les postiers crurent à une plaisanterie. Ils sourirent. Mais la blague prit fin aussitôt, lorsqu'ils virent les armes pointées sur eux. Panique. L'un s'enfuit vers la zone de tri. Un autre hurla pour alerter les bureaux voisins. En quelques secondes, la situation devint chaotique. Mais les braqueurs agissaient sans hésiter. Momon et Pourra brandissaient leurs pistolets. Cheveux et Bernard frappaient du canon de leurs armes pour maîtriser les employés récalcitrants. La violence était brève, ciblée, nécessaire. En quelques secondes, le couloir fut sous contrôle. Le plan suivait son cours, et l'argent allait changer de main. Tout se passa si vite que les employés qui triaient le courrier à quelques mètres ne remarquèrent même pas qu'un braquage était en cours. Cheveux et Bernard ne perdirent pas une seconde. Ils poussèrent le chariot chargé de sacs d'argent vers la sortie, tandis que Momon et Pourra couvraient l'arrière, armes au poing, surveillant chaque angle, chaque porte. Personne n'osa bouger. L'argent changea de propriétaire sans un seul coup de feu. Puis, ils disparurent. Ils atteignirent la porte latérale, la même par laquelle ils étaient entrés, l'ouvrirent tranquillement et chargèrent les sacs dans l'estafette qui les attendait dehors. Et ils partirent. Aussi simplement, aussi proprement. Le tout n'avait duré que 5 minutes. Le butin, 11. 6 millions d'euros. Un record national. Momon se souvient avoir regardé dans le rétroviseur. Tendu. J'ai jeté un œil derrière, pour voir si quelqu'un nous suivait. Rien. Personne. Le coup avait été parfait. Momon se rappellera. Personne ne nous a suivis. Absolument personne. En fait, on s'est même permis de s'arrêter au feu rouge. Et de respecter toutes les règles de circulation. C'était l'un des coups les plus tranquilles de ma vie. 9h30 du matin. L'alarme finit par retentir dans l'hôtel des postes désormais vidé. La police entra en panique. Des patrouilles partout.
Les gendarmes fermèrent les accès, érigèrent des barrages, bloquèrent les avenues. Mais à ce moment-là, il était trop tard. Beaucoup trop tard. Les braqueurs s'étaient déjà éloignés. Sans hâte, sans stress, quittant la ville en toute sérénité. À une quinzaine de kilomètres au sud de Strasbourg, près d'une zone boisée non loin du lac de Plopsheim, les attendait la suite du plan. Là, 2 véhicules relais avaient été dissimulés. L'un d'eux, déguisé en ambulance, arborait même un véritable gyrophare bleu sur le toit. Une idée de génie. Un camouflage parfait pour franchir n'importe quel contrôle sans éveiller de soupçons. Le braquage du siècle n'avait pas seulement été propre, il avait été invisible. Une fois montés dans les véhicules relais, les braqueurs poursuivirent leur route méticuleusement planifiée en direction des Vosges. Mais avant de traverser la région montagneuse, ils effectuèrent un changement stratégique. Ils passèrent à leur second véhicule relais, le vieux camion-citerne agricole qu'ils avaient aménagé pour se cacher. Avec ce camion, ils roulèrent jusqu'à Saint-Dié. Là, ils l'abandonnèrent et prirent 2 autres voitures. Préparées à l'avance, dans les coffres, des bidons d'essence attendaient pour éviter tout arrêt dans une station-service. Tout avait été prévu au millimètre près. La fuite se poursuivit sur des routes de campagne, évitant les autoroutes, les contrôles et les villages trop visibles. Et soudain, alors qu'ils roulaient, la radio s'alluma. La nouvelle venait de tomber. Il s'agit du plus grand braquage jamais commis en France. La presse commençait déjà à l'appeler le braquage du siècle. Après avoir traversé tout l'est du pays, le convoi atteignit enfin sa destination. Bourg-en-Bresse. Il était 9 heures du soir. Là, dans un garage discret, ils cachèrent le butin. Ils attendraient 2 ou 3 jours avant de le partager. Pas de sirène, pas d'hélicoptère, pas de poursuite. Seulement le silence et le succès. Comme convenu, la moitié du butin fut remise à Jean Auger et à son entourage politique. L'autre moitié se partagea entre les membres du commando. Mais pour Momon, ce fut une humiliation. Il ne supportait pas l'idée de céder des millions à des politiciens pour lesquels il n'éprouvait aucun respect. Il ne trouvait pas cela juste. Il ne pouvait pas l'accepter. Et cette colère fut le point de départ de quelque chose de plus grand, la fracture interne du groupe. Colère fut le point de départ de quelque chose de plus grand, la fracture interne du groupe. Une fissure qui commençait à séparer la vieille garde, liée au pouvoir et au code du milieu traditionnel, de la nouvelle génération, animée par d'autres valeurs et des liens plus personnels. Quelque temps avant le braquage de Strasbourg, Momon était repassé par son ancien quartier de la périphérie lyonnaise, à Dessines. Là, il retrouva ses amis d'enfance, et ce qu'il découvrit ne le surprit pas vraiment, mais l'inquiéta profondément. Jean-Pierre et Chahine étaient toujours impliqués dans de petits braquages, ne récoltant que des sommes dérisoires. Michel, lui, continuait ses combines douteuses. Quant à Pipo, il s'était associé à Arpette, un vieil ami d'enfance désormais marié à une cousine de Momon. J'ai senti qu'il me lançait des messages, racontera Momon plus tard, comme s'il voulait qu'on se reforme. Mais pour lui, ce n'était pas encore le moment. Il voulait d'abord terminer son apprentissage auprès des meilleurs. Ensuite, viendrait le tour des fidèles, les indéboulonnables. Après l'incroyable braquage de Strasbourg, la police était à genoux. Personne ne comprenait comment un tel coup avait pu être mené. Une opération d'une telle ampleur, exécutée en moins de 5 minutes, sans un seul coup de feu, sans alarme déclenchée, sans la moindre trace. Le seul indice retrouvé tenait de l'absurde. L'emballage d'un bonbon coincé dans la serrure par laquelle les braqueurs s'étaient échappés. Un détail, presque enfantin, mais diaboliquement efficace, il avait bloqué la porte et offert aux fuyards quelques précieuses secondes d'avance. En dehors de cela, rien. Pas une empreinte, pas une image, pas une piste exploitable. C'était comme s'ils avaient traversé les murs. La seule certitude du commissariat était claire. Ceux qui avaient fait ça n'étaient pas des amateurs. C'était une équipe professionnelle, organisée au millimètre, entraînée, tandis que la police ne savait même pas par où commencer. Momon, lui, regardait déjà en arrière, vers ses racines, vers ses vrais frères de vie, ceux de Dessines. À ce moment-là,
les autorités n'avaient aucune idée de la nature de ce qu'elles affrontaient. Elles ignoraient que le gang des Lyonnais opérait depuis plus d'1 an et demi à un rythme implacable. Un braquage après l'autre, parfaitement exécuté, impeccablement organisé. Tout ce qu'elles savaient, c'était ceci. Un groupe d'hommes, vêtus de blouses de travail, multipliait les attaques depuis plusieurs mois, sans jamais laisser la moindre trace. Et maintenant, après le coup de Strasbourg, il n'y avait plus de retour en arrière possible. L'enquête devenait une priorité nationale. Les premières pistes menèrent les enquêteurs jusqu'à la zone du lac de Plopsheim, au sud de Strasbourg. Là, au milieu des arbres, ils retrouvèrent la Renault Estafette utilisée lors du braquage. Vide, abandonnée avec précision. Une simple carcasse, mais suffisante pour confirmer que les auteurs savaient exactement ce qu'ils faisaient. La police commença à comprendre qu'elle n'avait pas affaire à de simples délinquants, mais à une machine parfaitement huilée. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que tout ne faisait que commencer. À l'intérieur du véhicule, une seule trace, une pièce d'1 centime, rien de plus. L'estafette portait aussi de fausses plaques d'immatriculation, installées avec un tel naturel qu'elles auraient pu passer inaperçues pendant des semaines. Mais ce n'était pas tout. Dans les jours suivants, la police retrouva à différents endroits de Strasbourg 3 autres fourgonnettes, toutes volées, de la même marque et du même modèle, abandonnées stratégiquement. Elles étaient espacées de plusieurs kilomètres, comme si elles avaient été placées pour couvrir diverses routes de fuite en cas de problème. L'analyse fut sans appel. Au moins 6 véhicules volés avaient été utilisés dans l'opération. Et le plus impressionnant, tous avaient été dérobés plusieurs mois à l'avance. La préparation était glaçante. Parallèlement, les agents tentèrent de recueillir des témoignages, mais se heurtèrent à un mur de contradictions. Des portraits robots furent réalisés, sans succès. Certains témoins affirmaient avoir vu un homme aux longs cheveux blonds, d'autres parlaient d'un type moustachu au nez proéminent. Les descriptions ressemblaient à un carnaval, rien ne correspondait. Les déguisements avaient parfaitement fonctionné. Les vrais visages restaient dans l'ombre et la police, complètement perdue. Désespérée et sans avancée, les enquêteurs décidèrent d'offrir une récompense de 100 000 € à quiconque fournirait une information fiable. Finalement, après des semaines de reconstitution, ils comprirent enfin comment les braqueurs avaient pu pénétrer si facilement dans l'hôtel des Postes. Ils découvrirent la porte condamnée qui avait servi de point d'accès et de sortie. Tout s'expliquait. Un commissaire résuma sa stupeur ainsi. Il comparait les clés avec les employés, tout en bavardant avec eux. Peu à peu, la police réalisait qu'elle avait affaire à une bande d'un niveau d'infiltration et de professionnalisme inimaginable. Pendant ce temps, les membres du gang savouraient leur succès en silence. Chacun reçut une part généreuse du butin de quoi se retirer. S'ils l'avaient voulu. Certains achetèrent des voitures de luxe, d'autres investirent dans l'immobilier, blanchissant ainsi l'origine de l'argent. C'était le moment de disparaître, de devenir invisible, de goûter à la perfection du crime. Les mois passèrent. L'écho du braquage de Strasbourg commençait à s'estomper. Et avec lui, l'argent aussi. Il était temps de se remettre en mouvement. Le groupe décida de s'attaquer à la recette du supermarché Carrefour de Vénissieux, en plein cœur de l'agglomération lyonnaise. Mais cette fois, Momon voulait que les choses soient différentes. Il demanda au gros une faveur personnelle. Inclure 3 de ses amis d'enfance dans le coup, Pipo Zakarian, Michel le Grec et Christo. Le gros accepta. 5 février 1972. Jour du braquage. 7 hommes prêts à agir. Momon, le gros, Nick le Grec, Berry, Pipo, Christo et Michel. Tout semblait sous contrôle. L'équipe se mit en place. La recette fut interceptée. Les braqueurs commencèrent à descendre par un escalier de secours, les sacs d'argent à la main. Mais soudain, quelque chose tourna mal. En haut de l'escalier, près d'eux, se tenait le directeur du supermarché. Et lorsqu'il vit 4 silhouettes armées s'approcher, il n'hésita pas une seconde. Il cria de toutes ses forces. « Attention, c'est un hold-up !» Le chaos venait d'éclater. « Toi, ferme ta putain de gueule !» hurla le gros, hors de lui. Et alors, les tirs commencèrent. Des 2 côtés, le silence se brisa dans un fracas assourdissant. Le coup,
parfaitement planifié, se transformait en cauchemar. Pourtant, au milieu du vacarme, Momon, Pipo et Christo parvinrent à s'emparer des sacs d'argent. Mais le prix fut lourd. Le gros fut touché. Il s'effondra, blessé. En quelques secondes, l'opération venait de basculer. Momon n'hésita pas une seule seconde. Il courut vers lui, le souleva comme il put et l'entraîna jusqu'à l'estafette, qui démarra à toute vitesse. Au total, ils réussirent à s'enfuir avec 1500 000 francs français. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Pour la première fois, la bande des Lyonnais avait tiré. Il y avait du sang. Des blessés. Pendant la fuite, le gros perdit beaucoup de sang. Il était livide, faible, au bord de l'évanouissement. On le transporta en urgence dans un appartement de la périphérie lyonnaise, où un médecin contacté par un des membres du groupe arriva pour le stabiliser. La situation était grave. Le coup n'avait plus rien d'un succès propre. Et pour tous, rien ne serait plus jamais pareil. La balle avait traversé le biceps de Chavel et effleuré son abdomen. Pour le médecin, aucun doute. Il fallait l'opérer sans tarder. Impossible de l'amener dans un hôpital public. Ils le transférèrent donc discrètement dans une clinique privée, où il fut pris en charge par un chirurgien anonyme, habitué à ce genre de patient. De justesse, très juste, mais le mal était fait, non seulement dans sa chair, mais aussi au sein du groupe. Jusqu'alors, la police n'avait jamais soupçonné qu'une bande issue de Lyon se cachait derrière tant de braquages. Le hold-up manqué de Vénissieux changea tout. À partir de là, les autorités concentrèrent leur attention sur la région. Les indices commencèrent à apparaître. Le profil du groupe prenait forme. 3 jours plus tard, une instruction judiciaire pour vol à main armée fut ouverte par un juge appelé à entrer dans l'histoire, François Renaud. Un nom qui allait résonner longtemps. Le 5 avril 1972, la police judiciaire obtint de nouveaux éléments déterminants grâce à un indicateur. Le braquage de Vénissieux, ça vous intéresse? Leur lança-t-il, puis il livra 2 noms, Momon, le ferrailleur, et Pipo. Pour la première fois, les enquêteurs associaient directement Edmond Vidal et Pierre Zakarian à l'une des affaires les plus graves du pays. Le filet commençait à se resserrer. En étudiant Edmond Vidal, l'un des enquêteurs ne put s'empêcher de lâcher, incrédule. Ce n'est pas possible. Ce type n'a pas ce niveau. Mais il l'avait. Grâce à cette piste, la police dirigea toute son attention sur Dessines, le quartier d'origine de Momon et de son cercle proche. Les premières surveillances discrètes commencèrent. Mais ce ne fut pas simple. Les Lyonnais étaient trop rusés. Ils bougeaient avec prudence, changeaient leurs habitudes, repéraient les agents avant même d'être repérés. Aucune prise sur le fait. Aucune preuve solide. Rien. Pendant ce temps, le groupe ne s'arrêtait pas. Le 15 mai 1972, ils attaquèrent 3 convoyeurs à Clermont-Ferrand. Boutine. 340 000 francs français. 4 jours plus tard, ils frappèrent encore, cette fois dans la cour même du Crédit Lyonnais, toujours à Clermont-Ferrand. Et le 29 mai, ils récidivèrent à Lyon. Boulevard Eugène Deruel. Des coups rapides, précis. La police les traquait, sans jamais les attraper. Les autorités changèrent alors de stratégie. Des écoutes téléphoniques furent autorisées, ciblant 5 ou 6 suspects clés. Et en juillet 1972, un nouvel informateur fit tout basculer. Depuis Strasbourg, il donna 2 autres surnoms, Patrick et Jeannot. Grâce à ces informations, la PJ parvint enfin à identifier l'un d'eux, Johanny Chavel. Le filet se resserrait, la pression montait, et, pour couronner le tout, le gros commençait à perdre la tête. Depuis le coup de Vénissieux, son comportement avait changé. Il dépensait, sans compter, se montrait, vivait comme si rien ne pouvait l'atteindre. La chute, inévitable, se profilait déjà. Le gros n'était plus le même. Paranoïaque, méfiant envers tous, il se mit à faire des achats voyants, à investir dans des propriétés et alla jusqu'à s'offrir un château où il organisait des fêtes fastueuses et entouré d'inconnus et sous les yeux des autorités. Cela ne passa pas inaperçu. Les enquêteurs commencèrent à se concentrer sur lui. Pour le reste du groupe, son attitude devenait alarmante, intenable.
Pendant ce temps, Momon et les siens ne ralentissaient pas, toujours en mouvement, froides, efficaces. Dans la nuit du 27 au 28 octobre, Momon, Pourra, François et 2 complices exécutèrent un nouveau coup de maître. Ils braquèrent la chambre forte du bureau de poste de Mulhouse, et l'incroyable se produisit. Ils volèrent plus de 1,708800 francs français, battant leur propre record national établi 1 an plus tôt à Strasbourg. Personne, en France, n'avait jamais réussi cela. 2 fois, pendant que le gros s'exposait, eux écrivaient l'histoire et restaient intouchables. Mais le moment finit par venir. Momon Vidal décida de rompre le cordon. L'heure était venue de s'émanciper du gros et d'Auger, de tourner la page de la vieille garde et de bâtir quelque chose à lui. Il voulait créer son propre groupe, une équipe avec des codes différents, composée de gens en qui il avait une confiance absolue. Il voulait s'entourer des siens, de ceux de Dessines, ses frères de toujours. Bien sûr, il n'était pas question de laisser de côté Pourra, son compagnon le plus fidèle. Lui était intouchable. Dans ses mémoires, Momon l'expliquera clairement. Avec Christo, on a commencé à imaginer une nouvelle équipe. On a invité Pipo et Michel à nous rejoindre. Comme on savait que Jean-Pierre et Chahine faisaient déjà leur propre coup, on a décidé de les intégrer aussi. Très vite, on était prêts. Une nouvelle ère commençait. Plus proche, plus loyale, plus dangereuse. Une nouvelle saga pouvait naître. Et les Lyonnais allaient à nouveau faire parler d'eux. Le gang des Lyonnais, 2e génération, était en marche. Une structure plus compacte, soudée, construite autour d'un noyau de confiance. Pourra, Christo, Pipo, Michel le Grec et son frère Constantin, Jean-Pierre Mardy-Rossian, Chahine et Joseph Vidal, le frère aîné de Momon, une bande unie comme les doigts d'une main. Et cela les rendait encore plus redoutables. Durant toute l'année 1973, le groupe monta ses propres coups, en totale indépendance. Il visait des objectifs précis. Grande surface commerciale et transport de salaire, de préférence loin de la région lyonnaise pour réduire le risque. Momon s'en souviendra. Les braquages se déroulaient parfaitement. Et je me suis rendu compte que cette équipe était même meilleure que celle du gros. La cohésion était exemplaire. Christo, Pipo et Chahine étaient des piliers, chacun avec un rôle bien défini. Jean-Pierre excellait comme conducteur et braqueur rapide, déterminé. Michel, plus lent à cause de son gros cul, plaisantait-il souvent, apportait calme et sagesse. Il ne manquait jamais une occasion de le lui rappeler. Jean-Pierre, avec Christo, s'occupait de l'entretien des voitures et des armes. Un duo technique maintenant le groupe prêt à tout moment. Il n'était pas seulement une équipe. C'était une famille de voleurs professionnels, à leur apogée. Eux, ils aimaient ce travail. Moi non. Enfin, chacun sa spécialité, dira Momon avec détachement. Les coups s'enchaînaient avec une précision chirurgicale. La nouvelle génération du gang des Lyonnais vivait son âge d'or. Mais cette tranquillité n'allait pas durer. Plus ils avançaient, plus Momon s'éloignait du gros. Et pourtant, de l'ombre, le gros continuait de les surveiller. Il n'était plus le même. Paranoïaque, imprévisible et désormais dangereux. Lors d'une rencontre à Genève, le ton changea brutalement. Le gros lui lança un avertissement empoisonné. « Tu sais, Momon, j'ai un ami aux renseignements généraux. Il paraît que les flics de Lyon tombent dans le collimateur. Ils disent que tu es derrière un braquage d'un grand supermarché et qu'ils te lient aussi à Strasbourg. En résumé, Momon, ils sont sur toi. Ce n'était pas un simple avertissement. C'était une manière de marquer son territoire, de semer la peur. Mais l'affaire ne s'arrêta pas là. La tension entre eux finit par éclabousser Pourra. Le gros, de plus en plus instable et rancunier, tenta de le faire tuer. C'était devenu une guerre personnelle. Plus de dialogue possible. Momon et les siens savaient que leur vie était désormais menacée. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était réel. La tentative d'assassinat contre Pourra l'avait prouvé. Le gros était hors de contrôle, et Jean Auger, le parrain, représentait lui aussi un danger. Allié du gros, encore influent, capable de tirer les ficelles dans l'ombre. La conclusion était évidente. Il fallait frapper les premiers. Et vite. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la survie. 15 juin 1973. La contre-offensive commence. Ce jour-là,
Jean Noguet suivait sa routine habituelle. Il se rendit au Sporting Club de Lyon-Plage pour un match de tennis. Il gara sa voiture. À ses côtés, une femme. Tous deux sortirent du véhicule et commencèrent à traverser le parking. Et soudain, une fourgonnette s'arrêta près d'eux. En quelques secondes, une balle transperça la poitrine de Jean Auger. L'attaque venait de commencer. Le parrain du lion criminel venait de devenir une cible directe. Auger s'effondra. Sans lui laisser le temps de réagir, un autre tireur l'acheva à bout portant. Plusieurs balles le traversèrent. Fin de partie pour le parrain. L'homme le plus craint du lion du crime venait d'être exécuté, en plein jour, dans un club huppé. Le suivant sur la liste, Johanny Chavel, dit le gros. Octobre 1973. Chavel se rendait dans l'une de ses planques secrètes, où il gardait son arsenal personnel. Il marchait sur le trottoir, toujours aux aguets. Il entendit le moteur d'un camion approcher lentement. Par réflexe, il se plaqua contre le mur. Il savait que quelque chose pouvait arriver, mais pas assez vite. Derrière une roue du camion, un homme surgit de nulle part et ouvrit le feu à bout portant. Une seule balle, en pleine tête. L'ancien caporal de la guerre d'Algérie, le stratège froid et méthodique, mourut sur le coup. Son corps fut discrètement emporté et enterré quelque part dans une forêt. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé sa dépouille. Toutes les menaces avaient été éliminées. La nouvelle bande des Lyonnais pouvait désormais opérer sans ennemis internes, sans trahison, sans parrain. La paix régnait au sommet. Mais alors surgit la grande question. Jusqu'à quand? La chasse, 16 mai 1973. La police franchit une étape décisive. Pour la première fois, elle parvient à identifier un autre membre clé du groupe qu'elle suit depuis longtemps. Pierre Pourrat est aperçu sortant d'un café à Paris, accompagné d'un visage déjà connu des fichiers, Jean-Pierre Gandebeuf, alias Christo. Grâce à cette information, l'enquête prend un nouvel élan. Le profil du gang commence à se dessiner plus clairement. Mais pendant que les agents s'efforcent d'assembler les pièces du puzzle, la bande poursuit sa route. 31 octobre 1973. Nouveau coup. Objectif. Une usine textile à Tarare, à une quarantaine de minutes de Lyon. Ce jour-là, ils attaquent durant le transfert de la paye des ouvriers. Environ 2,70000 francs français. L'opération dure à peine quelques minutes. Aucune résistance, aucun coup de feu. Propre. 5 jours plus tard, il récidive. Cette fois à Chazelles-sur-Lyon, dans la Loire. Encore un braquage. Encore une fuite sans trace. La police commence à comprendre qu'il ne s'agit pas de criminels ordinaires. C'est une structure organisée, dotée de moyens, de logistique et d'une discipline quasi militaire. La chasse venait de commencer. Mais les Lyonnais restaient toujours une longueur d'avance, et un autre coup suivit. Cette fois à Feurs, à 1 heure de Lyon. Cible, un convoi transportant plus de 3,00000 francs français. L'exécution fut impeccable. Moins de 30 secondes. Un assaut éclair. Et, une fois encore, les auteurs s'évanouirent dans la nature. Pour eux, c'était presque un jeu d'enfant. À cette époque, les salariés étaient encore payés en espèces. Et l'argent des salaires circulait dans de petits véhicules sans escorte, sans sécurité renforcée. Souvent, les itinéraires empruntaient des routes rurales isolées, parfaites pour les embuscades. Un système vulnérable que le gang savait exploiter mieux que quiconque. La police judiciaire ouvrit des enquêtes formelles sur ces 3 derniers coups. Tarare, Chazelles-sur-Lyon, Feurs. Mais elle ne trouva presque rien. Aucune empreinte, aucun témoin fiable, aucune plaque d'immatriculation. L'enquête stagnait, jusqu'à ce qu'un événement inattendu vienne tout bouleverser. Un indicateur clé livra l'information qui allait changer le cours de l'histoire. Les Lyonnais préparent un gros coup, dans la région de Grenoble. Cette phrase ne tomba pas dans l'oubli. Dès qu'elle parvint à l'APJ, tout s'accéléra. Un dispositif spécial de surveillance fut activé. Écoute téléphonique, interception sur plusieurs points sensibles, patrouille à pied, voiture banalisée, postée à chaque accès possible. La tension était maximale. Certains agents furent même placés en faction dans un cimetière, près du lieu supposé du prochain braquage. Les conditions étaient extrêmes. Froid glacial, obscurité, fatigue. Mais il n'était pas question de relâcher la pression.
Il fallait tenir. L'effort fut tel qu'un commissaire de la PJ s'effondra, victime d'une hypothermie, et dut être hospitalisé d'urgence. La chasse atteignait son paroxysme, et les Lyonnais n'étaient plus si loin de la portée de la justice. Pendant 45 jours, les agents maintinrent une surveillance constante dans la zone de Grenoble, jour et nuit, dans l'attente de les surprendre en flagrant délit. Rien. Silence totale. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'alors qu'ils grelottaient dans les cimetières et surveillaient les entrées de la ville, la bande des Lyonnais se trouvait à l'autre bout du pays, là où personne ne les attendait. À Nantes, dans l'ouest de la France, tout était déjà prêt pour un nouveau braquage. Cible. La recette en liquide d'un supermarché, Carrefour. Près de 9,40000 francs français en billets. L'action fut rapide, sèche, impeccable, sans violence, sans erreur, et, encore une fois, sans laisser la moindre trace. Pour la police judiciaire, ce fut un coup terrible. Après des semaines d'efforts, de déploiement et de tension, les voleurs s'étaient encore volatilisés comme des fantômes, toujours un pas devant, toujours dans une autre ville, toujours intouchables. La bande des Lyonnais était devenue le cauchemar absolu de la police française. Et pendant ce temps, les Lyonnais continuaient sur leur lancée. Janvier 1974. Nouveau coup, cette fois à Angers, dans l'ouest du pays. Boutine, 6, 2, 0, 0, 0, 0, francs, français. Même méthode. Exécution rapide, sans violence, sans erreur. Pour les hautes sphères de l'État, la situation devenait intenable. Ce jeu du chat et de la souris n'avait plus rien d'amusant. Le prestige de la police et de la justice française était en jeu. Une décision tomba. Il fallait passer à la vitesse supérieure. 20 mars 1974. Ouverture d'une instruction officielle pour association de malfaiteurs, une nouvelle stratégie judiciaire, plus large, plus offensive, permettant d'agir même sans preuve directe d'un seul braquage. En parallèle, la police accéléra encore. La frustration était telle que, dans un geste d'impuissance désespérée, des agents s'infiltrèrent illégalement dans l'appartement d'Edmond Vidal. Ils y installèrent des micros cachés, fouillèrent ses affaires de fond en comble sans le moindre mandat. Tout était désormais permis pour arrêter un fantôme. Un fantôme qui, depuis des années, avait réussi l'impensable, humilier l'État français. Le filet se resserrait. Et cette fois, il n'y avait plus de place pour l'erreur. Lors de la fouille illégale de l'appartement d'Edmond Vidal, la police fit une découverte capitale. Une collection de cartes Michelin, couvertes d'annotations, des itinéraires tracés, des flèches, des sigles et des noms de villes écrits en verlan, l'argot inversé. Après décryptage, plusieurs destinations potentielles furent identifiées. Châlons, Mâcon, Dole, Le Puy, Romance, autant de zones d'opération possibles du gang. La conclusion était claire. Il fallait leur couper la route avant qu'ils ne frappent à nouveau. C'est ainsi que fut déclenchée l'opération Chacal, l'une des plus grandes mobilisations policières de l'époque. À partir de décembre 1974, le dispositif se mit en place. 118 agents spécialisés répartis sur 6 zones stratégiques, couvrant un total de 10 à 8 départements. La chasse devenait nationale. On installa des barrages hérissés de clous, des postes de contrôle et des consignes strictes furent données. Les agents devaient se placer à 10 km des points d'interception, prêts à donner l'alerte au moindre mouvement suspect. Des tireurs d'élite furent même postés sur certaines zones. L'État ne jouait plus. Il voulait en finir avec la bande des Lyonnais, coûte que coûte. Les policiers ne plaisantaient plus. À la première apparition des malfaiteurs, on devait ouvrir le feu. Ils savaient que les Lyonnais étaient lourdement armés et refusaient de risquer une seconde humiliation. Le plan confidentiel Chacal semblait infaillible, un piège parfait qui, sur le papier, devait mettre fin au règne du gang. Mais, en parallèle, la police judiciaire lança un renfort massif, 600 policiers supplémentaires, déployés sur 200 km, afin de bloquer tous les ponts et routes de repli possibles. C'était un véritable étau national. Les jours passaient, sans rien. Aucune trace, aucun mouvement suspect. Un ancien commissaire racontera des années plus tard. 3 semaines d'attente, et on n'a vu passer personne. Finalement, c'est mieux comme ça. S'ils étaient passés, ça aurait été un carnage. Et il avait raison.
car pendant que les agents grelottaient dans le froid du centre du pays, les Lyonnais, eux, étaient très loin de là. Le groupe se trouvait dans le nord de la France, en train d'exécuter un nouveau coup, 2 cibles simultanées. Mais le plus incroyable ne fut pas là. Pour la première fois, ils décidèrent de modifier leur plan de fuite en plein milieu de l'action. Momon eut une intuition. Quelque chose ne collait pas. À la dernière minute, il décida de changer d'itinéraire. Au lieu de suivre les routes secondaires prévues, il prit l'autoroute. Une décision instinctive et brillante. Le gigantesque dispositif de l'opération Chacal, conçu pour intercepter les braqueurs sur les petites routes, se retrouva totalement dépassé. Les agents attendirent en vain. Encore une fois, les Lyonnais rentrèrent chez eux tranquillement, sans tirer une seule balle, sans croiser une seule patrouille. Une humiliation de plus pour la police française. Mais cette fois, l'État n'allait plus tolérer l'échec. Frustrés, après des années de dérision et de provocation, les hauts responsables décidèrent d'agir avant même un nouveau braquage. Ils savaient qu'attraper le gang en flagrant délit était quasi impossible. Alors, ils jouèrent leur dernière carte, l'inculpation pour association de malfaiteurs. Le juge François Renaud signa les mandats d'arrêt et le 19 décembre 1974, la chute commença. Un à un, ils tombèrent. Momon et son frère Joseph, Pipo, Michel, le Grec et son frère Constantin, Chahine, Jean-Pierre Mardy-Rossian, Christo et son frère Robert. Un seul manquait encore, Pierre Pourrat. Mais sa liberté ne dura que quelques heures. Il fut arrêté le lendemain. Après des années d'impunité, la police française avait enfin accompli l'impensable. Mettre fin au règne du gang des Lyonnais. Mais restait encore l'essentiel. Les preuves. Jusque-là, la police ne disposait que de soupçons, d'écoutes, de mouvements suspects, mais d'aucune preuve matérielle irréfutable. Jusqu'à ce qu'ils découvrent le lieu clé. Un appartement du groupe, situé rue Sainte-Marie des Terreaux, en plein centre de Lyon. Ce qu'ils y trouvèrent fut une véritable mine d'or. Des armes à feu de tous calibres, de faux papiers, des cagoules utilisées lors des braquages, et surtout, des liasses de billets correspondant au vol commis dans le nord de la France. Cette fois, il n'y avait plus de retour possible. Le dossier, jusque-là fragile, devenait accablant. Pour le juge François Renaud, c'était largement suffisant. L'inculpation pour association de malfaiteurs fut officialisée. L'heure des comptes venait de sonner. En attendant le procès, les membres de la bande furent répartis dans différentes prisons. Après des années de coups parfaits, de millions envolés, de fuites sans trace, le silence de l'enfermement tomba sur la bande des Lyonnais. Avant le procès, les détenus furent placés en garde à vue pendant 48 heures. Et ce qui s'y passa n'avait rien de légal, ni même d'humain. Les interrogatoires furent brutaux. Jean-Pierre Mardy-Rossian s'en souviendra ainsi. Quand les volets commençaient à se fermer, tu savais que le pire arrivait. J'ai passé 48 heures en enfer. Les méthodes employées par la police frôlaient la torture. Coups, menaces, pression physique et psychologique. Personne ne parla. Tous résistèrent. Tous, sauf un. Pipo, après une séance particulièrement violente, admit avoir participé au braquage du Nord. Mais il ne dénonça personne. La pression alla encore plus loin. Sur ordre du juge François Renaud, des arrestations dites psychologiques furent menées. Des femmes, parfois même les mères des membres du gang, furent arrêtées dans le seul but de provoquer une réaction émotionnelle chez les détenus. Mais l'effet fut inverse. La colère s'empara du groupe, et toute forme de coopération s'évanouit. Malgré tout, la police judiciaire estima avoir réuni suffisamment d'éléments pour relier la bande à 18 braquages à main armée. Le procès le plus attendu de la décennie était sur le point de s'ouvrir. Mais alors, survint l'impensable. 3 juillet 1975. Le pays fut plongé dans la stupeur. Le juge François Renaud, chargé d'instruire l'affaire du gang des Lyonnais, fut abattu devant chez lui alors qu'il rentrait accompagné de sa compagne. Une exécution directe, froide, un message. Le procès, déjà tendu, prit une tournure explosive. Immédiatement, les soupçons se portèrent sur les suspects habituels, le gang des Lyonnais. Mais eux nièrent tout. Momon Vidal, dans une lettre adressée à la presse, déclara « Monsieur Renaud était un magistrat dont je ne partageais pas les méthodes, mais je condamne fermement son assassinat. » Et dans ses mémoires, il fut encore plus explicite. « Cette mort est une catastrophe.
Elle peut nous faire tomber, s'ils sont assez naïfs pour croire qu'on puisse tuer un juge d'instruction avant même d'être jugé. Jusqu'à aujourd'hui, le crime demeure non résolu, un mystère judiciaire qui continue de hanter la France. Dans ce climat lourd de peur, de tension et de méfiance, s'ouvrit le procès le plus médiatisé des années 1970. 20 juin 1977. Tous les regards étaient tournés vers eux. La presse, la télévision, l'opinion publique. Le pays entier observait. Et les Lyonnais, assis dans le box, étaient prêts à être jugés. Ainsi s'acheva l'histoire du gang des Lyonnais. Une bande née dans la misère, qui osa défier l'État, humilia la police et devint, pendant des années, la pire obsession de la France. Leurs visages passèrent de l'anonymat aux unes des journaux. Leurs noms, autrefois chuchotés dans les ruelles, furent désormais prononcés dans les tribunaux et les salons du pays. Mais malgré les arrestations, les procès et les condamnations, leur légende était déjà écrite. Car ce qu'ils ont accompli, personne ne l'avait fait avant eux, et personne ne le referait jamais. Et maintenant que tu connais leur histoire, à toi de décider, génie du crime ou simple voyou chanceux. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si ce voyage dans le passé t'a autant captivé que moi, n'oublie pas de laisser un like, de partager la vidéo et de t'abonner. Et surtout, merci à toutes et à tous pour votre soutien fidèle, semaine après semaine. On se retrouve très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et souvenez-vous, l'histoire a toujours une autre face.